Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Je suis ravi avec mes camarades de LCI de vous recevoir donc sur Radio Classique. Vous qui êtes de formation militaire, puisque vous êtes polytechnicienne, est-ce que vous considérez que François Hollande a parlé un petit peu trop vite en s'associant immédiatement à une punition américaine qui ne vient pas? C'est compliqué comme question dès le matin, mais... Oui, non, ce qui est certain, c'est que l'ouverture là, des médias ce matin sur le titre l'indécision des Occidentaux n'est pas du meilleur effet. Mais ça, c'est l'écume des choses. La question de fond, c'est est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller? Est-ce qu'on peut rester sans rien faire? Et moi, ce que je crois, c'est que la crédibilité des Occidentaux est quand même assez largement en jeu. On ne peut pas tracer une ligne rouge et puis ne rien faire quand quelqu'un l'a franchi, parce qu'à ce moment-là... c'est un mauvais signe envoyé aux Iraniens, par exemple, concernant leur armement nucléaire. Ce sera plus la peine de rien dire, si vous voulez. Ce sera plus la peine de rien dire. Dans votre famille, il y a deux camps. Il y a au fond Copé qui, d'une certaine manière, approuve François Hollande, et de l'autre côté Villepin qui considère que sans solution politique, partir à la guerre est absurde. Mais j'appellerais pas ça des camps, c'est des points de vue différents sur un sujet qui est complexe et qui, de fait, appelle difficilement des positions tranchées. Moi, ce que je dis, c'est que quand on tresse une ligne rouge, on ne peut pas laisser sans réponse le fait que quelqu'un la franchisse, et de manière aussi provocante. Par ailleurs, il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'il y aurait comme suite, quelle est la solution politique après. Une des difficultés dans lesquelles on est, c'est qu'au début, il y avait des forces démocratiques, laïques, très visibles dans l'opposition à Assad. Et c'est vrai que progressivement, on a le sentiment que l'armée syrienne libre a accueilli de plus en plus de djihadistes. Voilà, maintenant les choses ne sont plus aussi claires. Bon, et ben la responsabilité de l'Occident, c'est peut-être de dire aujourd'hui ni les crimes d'Assad, ni les risques de l'islamisme. On ne laisse pas sans réponse la ligne rouge qui a été tracée, mais enfin on se pose tout de suite la question de savoir ce qu'on fait derrière. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas répondre à la question. Est-ce que vous considérez qu'il a eu raison, François Hollande, non seulement de prendre cette décision, s'associer à la punition, et en plus de recevoir l'opposition ce matin, parce que c'est quand même... On fait de la politique pour prendre des décisions. Quand on prend des décisions aussi importantes, quand on est face à des enjeux aussi importants, c'est normal et c'est même la moindre des choses de recevoir l'opposition, d'organiser un débat au Parlement comme ça va être fait. Et je le dis, moi, je fais partie de ceux qui disent on ne peut pas tracer une ligne rouge et ne rien dire quand elle est traversée. Donc c'est normal qu'il y ait une réponse et que la France demande à s'associer à la réponse. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage ce matin qu'il y ait un tel sentiment de confusion dans ce que veulent ou ce que veulent pas les Occidentaux. Peut-être que les Américains bluffent parce que tout simplement la presse a tellement annoncé qu'ils allaient taper dans la nuit de vendredi à samedi qu'ils essayent de faire... Oui, mais parce que là, il faut s'en assurer auprès d'eux avant. Ouais. Et vous ne voulez pas prononcer le nom de François Hollande, il a raison, il a tort... Mais parce que ça dépasse de... Attendez, Guillaume Durand, on est face à des enjeux qui dépassent de beaucoup les personnes. Je prononcerai volontiers le nom du président de la République, d'ailleurs. Le président de la République est prêt à engager la France, semble-t-il, aux côtés d'alliés dans une démarche internationale. Moi, je dis que cette démarche internationale me semble fondée. C'est un problème de crédibilité. On va revenir tout à l'heure sur Nicolas Sarkozy et les relations nouvelles, semble-t-il, entre Copé et Fillon. Je voudrais qu'on s'appesantisse évidemment sur ce qui est l'essentiel de votre actualité, c'est la mairie de Paris. Il se trouve que je regarde tout le temps LCI, puisqu'on travaille avec eux. Et hier, j'ouvre par hasard sur BFM et je vois Anne Hidalgo, mais qui vous a, comment peut-on dire, balancé une avoinée menteuse, pas prête, ambitieuse, etc., etc., notamment sur les questions de fiscalité. Alors, vous lui répondriez quoi ce matin ? Écoutez, elle est très gênée. Et depuis quelques jours, elle et ses propagandistes du PS se contorsionnent pour essayer de contester tout simplement la vérité. Mais les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus. J'ai affirmé, je l'affirme, qu'il y a eu à Paris, dans les 2 derniers mandats socialistes, une hausse de 40% des impôts. Ça se vérifie, ces chiffres, ils sont publics. Vous allez dans les comptes, vous regardez, en 2001, c'était 2,2 milliards. Aujourd'hui, c'est 3,1 milliards. Ça fait une hausse de 40% des impôts. J'affirme, contrairement à ce que disent Madame Hidalgo et ses propagandistes... Parce qu'ils vont vous répondre, Bruno Julliard, Pascal Cherki, enfin tous les porte-paroles, ils vont... Dès que vous allez sortir de ce studio... Alors vous savez, ils sont dans la difficulté. Madame Hidalgo a envoyé l'adjoint aux finances, d'ailleurs sur papier en tête de la mairie de Paris, ce qui dans le cadre d'une campagne électorale ne se fait pas, parce que ça veut dire répondre à une question posée par une candidate avec l'argent des contribuables. Mais enfin, envoyer l'adjoint aux finances, dire... on ne conteste pas les chiffres. On a augmenté les impôts, mais c'était pour faire des crèches. Et c'était pour augmenter l'investissement. J'affirme que dans le dernier mandat, l'investissement, ce sont les chiffres officiels, a baissé de plus de 12%.
C'est-à-dire que la justification l'investissement effectif par les a baissé. investissements sociaux ne justifie pas la hausse des impôts. L'investissement effectif a baissé de plus de 12%. Alors on nous dit on a fait quelques places de crèche. Ben oui, écoutez, heureusement, avec plus de 8 milliards de budget par an, qu'il y a eu quelques places de crèche. Mais la question, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Et là, j'affirme aussi qu'une partie importante de cette hausse d'impôt sur le dos des Parisiens a été affectée à des dépenses qui sont soit liées à de la mauvaise gestion, soit liées à des excès en termes de fonctionnement et de train de vie. Et je vous donne des exemples très particuliers. Les frais de fonctionnement, ils ont augmenté. Ils sont passés de 3,8 milliards à 5,4 milliards. C'est plus 40%. Ce qu'on appelle le train de vie. Dira sur ce thème-là que de toute façon, le train de vie de la mairie de Paris par rapport à la gestion Chirac-Tibéri a diminué de 30%. C'est son argument. Oui, et d'ailleurs, il vous accuse de ne pas vouloir, enfin il ne vous accuse pas, mais il considère que vous ne voulez pas assumer le passé de la droite à Paris, c'est-à-dire Chirac et Tibéri, qui on voit bien la difficulté dans laquelle ils sont. Pour se justifier de leur gestion sur 2 mandats, ils disent, bah oui, mais il y a 20 ans, c'était comme ci ou c'était comme ça. Vous savez quoi? Ça ne m'intéresse pas beaucoup et je pense que ça n'a pas beaucoup intéressé les Parisiens. Vous n'assumez pas l'héritage à Paris de Chirac et Tibéri? Vous avez le droit d'ailleurs de... Mais attendez, on me dit, oui, il y a beaucoup de voitures, mais il y en avait encore plus avant. Bah écoutez, il y a 20 ans, il y avait peut-être plus de voitures à Paris. Moi, ce que je dis, c'est que cette municipalité-là, je parle des voitures des élus et des voitures de la direction, c'est que cette municipalité-là, qui demande beaucoup aux Parisiens sur la réduction de la place de la voiture, et je pense qu'un certain nombre de ces politiques sont justifiées, avec les maires d'arrondissement qui ont devraient pouvoir commencer. Ah bon? Ah, il y en a tant que ça? Ah non, Guillaume Durand, il y a 75 chauffeurs à Paris pour 68 voitures pour les élus. Et seuls les maires d'arrondissement ont le droit à une voiture et à un chauffeur. Guillaume Durand, reprenons les choses. C'est cet argent, contrairement à ce que disent Madame Hidalgo et les socialistes, n'est pas utilisé pour l'augmentation d'investissement. L'investissement a baissé. N'est pas utilisé que pour faire des crèches. Et encore une fois, c'est bien la moindre des choses que sur des budgets pareils, il y a un peu d'investissement au service des Parisiens. Il y a aussi en face du fonctionnement et du train de vie. Le train de vie, il est passé de 533 millions d'euros à 705. Le train de vie, c'est charge à caractère général, plus 40%. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vous avez, alors qu'on demande aux Parisiens des efforts sur la voiture, un pool de chauffeurs, de 75 chauffeurs, 68 voitures, pour les élus et la direction. Vous avez, attendez, je poursuis, vous avez 36 adjoints. Vous voyez, François Hollande nous avait dit « je réduirais le nombre des ministres au gouvernement ». Il ne l'a pas fait. Eh bien, il y a autant d'adjoints à la ville de Paris qui administrent. Ça coûte cher. Un cabinet d'adjoints, ça coûte en moyenne 500 000 euros. Certains coûtent plus, 660 000 euros à l'année, en plus des mètres carrés et tout ça. Là, je vous parle que de fonctionnement pour celui de l'adjoint aux finances. Il y en a un qui doit coûter encore plus cher, c'est celui de Madame Hidalgo, parce que le coût, là, il est carrément secret. Voilà, moi je dis, il faut réduire tout ça, maximum 20 adjoints. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter, mais l'ambiance générale de cette campagne, ce qui est quand même intéressant pour les gens... Les Parisiens, ils regardent leurs feuilles d'impôt, ils le savent. Hein. Les chiffres, ils sont têtus. On a dit au départ, finalement, cette campagne entre vous et Anne Hidalgo, des femmes élégantes, compétentes, allait être d'une nature différente de ce que peuvent faire les hommes. Alors, on a l'impression que vous vous empaillez depuis plusieurs mois avec une violence qui est quasiment sans équivalent. Pourquoi? Moi, je trouve que... La candidate socialiste est très agressive, c'est sa responsabilité. Moi, je vous cite des faits. Je vous parle des impôts et de ce qui est pris dans la poche des Parisiens. Et je dis aujourd'hui aux Parisiens, j'alerte les Parisiens, vous avez aimé l'année fiscale que François Hollande vous a faite? Vous adoreriez celle de Madame Hidalgo. Pourquoi? Eh bien parce que... Elle a promis hier soir qu'il y aurait un moratoire fiscal pour la mandature prochaine. Les dérives financières, quand elles sont culturelles, c'est profondément ancré. Je vous donne 2 chiffres. Là, cette année, il y a la modification des rythmes scolaires. On pourrait parler sur le fond. Madame Hidalgo, les autres adjoints avaient annoncé que ça coûterait 20 millions d'euros. Ça coûte en année pleine 50 à 60. Je vous donne un autre chiffre. On inaugure la réhabilitation du stade Jean Bouin. C'est beau ce qui a été fait. C'est beau. Très bien. Ça avait été annoncé pour 86 millions d'euros. Ça coûtera, rien que pour le stade, c'est officiel, 157 millions d'euros, plus que ça, ce que ça coûte d'aménager d'autres espaces ailleurs, de déplacer le club pour les travaux, en tout 200 millions d'euros. Voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il y a une très jolie phrase d'Alphonse Allais, il faut demander davantage à l'impôt et moins aux contribuables. Je propose ça, davantage à l'impôt et moins aux contribuables. Donc vous ne la croyez pas quand elle dit que dans la prochaine mandature, si elle est élue, elle prononcera, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, une sorte de moratoire fiscal et une non-augmentation. Derrière tout ça, il y a une incohérence. Quand j'ai dit, vous avez augmenté de 40% les impôts, il
ils ont commencé à dire, c'est vrai, mais on a fait plein de choses, on a fait plein de crèches. Et puis finalement, gênée au bout de 2 jours, parce qu'elle voyait bien que ça passait pas, elle dit, finalement, j'augmenterai pas sur la prochaine mandature. Qui est-ce qu'il faut croire? La réaction de lundi ou celle de mercredi? Celle qui dit c'est vrai mais c'est pas grave, ou celle qui dit en Donc, fait pas vous, la menteuse, finalement je vais arrêter. C'est pas vous la menteuse, c'est elle. Moi je vous donne des chiffres très factuels, mais moi je rentre pas dans ces débats là d'insultes à laquelle la gauche semble vouloir se livrer. Je vous donne des chiffres très factuels. Les impôts des Parisiens ont augmenté de 40% et ça sert pour partie au train de vie et à des dépenses qui n'ont pas lieu d'être, en particulier en période de crise. Double question personnelle, et après on parlera pour terminer donc une question sur ce qui se passe autour de Nicolas Sarkozy et du droit d'inventaire. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé de faire de la politique et pourquoi? Du jour, du soir? Je me souviens de la période à laquelle j'ai décidé de faire de la politique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque... finalement, beaucoup de polytechniciens vont dans les affaires maintenant, et de polytechniciennes. Oui, moi j'étais ingénieur surtout. Moi j'étais partie sur des fonctions d'ingénieur et j'aimais ça d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aime construire. Eh bien parce que à l'époque, je travaillais sur les questions d'écologie, mais à titre professionnel si vous voulez. Et j'ai été très désolée de voir la manière dont les politiques traitaient ces questions. J'ai participé à des interministériels, c'était du temps du gouvernement Jospin. Il y avait des deals entre les Verts et les socialistes sur des enjeux politiques. Déjà dans la politique, Pas du tout, j'étais fonctionnaire. Moi, j'étais fonctionnaire, je travaillais sur les questions d'écologie comme fonctionnaire. J'étais pas encartée dans un parti et j'étais en aucune manière dans la politique. Et je me suis intéressée à la politique comme ça. À l'époque, on parlait peu d'écologie à droite et je suis devenue en quelque sorte l'experte en matière d'écologie. J'ai écrit des articles et puis je trouve que la légitimité passe par l'élection. Je parle de l'élection au suffrage universel, hein, je parle pas des nominations, des arrangements, des listes. Et j'ai voulu être élue. Voilà, j'ai voulu être élue. Dernière question, est-ce que vous considérez qu'il existe actuellement un rapprochement justement entre François Fillon et Jean-François Copé sur le dos de Nicolas Sarkozy? Et est-ce que c'est justifié? Vous savez quoi? Je pense que ça intéresse en aucune manière les Français. Ça, c'est pas vrai. Ah bah alors si. Alors je suis désolée. Alors Guillaume Durand, venez avec moi dans les opérations que j'organise actuellement à Paris. NKM près de chez vous. L'avenir de Nicolas Sarkozy intéresse beaucoup les Français. J'étais mardi d'Enfer Rochereau. Je faisais un NKM près de chez vous devant la gare RER. Ouais, hier, dans le 11e, à Voltaire. Et ce soir, je serai à nouveau dans le 14e. Demain ou ce soir, je crois, dans le 9e. Je n'ai pas un Français qui m'a interrogé sur ces questions d'actualité là qui sont dans la politique et le droit d'inventaire, et Copé, Fillon, et comment ils s'entendent. Franchement, non. Alors maintenant, si vous voulez une réponse sur le fond, je vais vous en faire une. C'est pas mal, oui. Oui, il y a des divergences. Oui, il y a des divergences de style. Il y a des divergences de méthode. Vous savez quoi? Il y aura toujours moins de divergences entre Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé et François Fillon qu'il y en a actuellement au gouvernement entre Hollande, Valls, Montebourg, Taubira. Ces divergences-là, parce qu'elles n'ont pas été réduites entre eux et parce qu'ils sont au gouvernement, elles posent des vrais problèmes de cohérence de l'action. Est-ce qu'ils essayent actuellement de l'enterrer? J'ajouterais Raffarin, parce que divergence. Non, je parle d'enterrer Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de l'empêcher de revenir. Je crois que si quelqu'un voulait essayer de l'enterrer, il aurait de plus grandes difficultés, de toute façon, quels que puissent en être les désirs par ailleurs. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous. Bonne et de Public Sénat Radio Classique. Et LCI. Vous voyez, je reste scotché un petit peu l'année dernière. C'est la rentrée, Guillaume. C'est la rentrée, exactement. Bonne campagne. Nous recevrons évidemment dans les jours qui viennent Anne Hidalgo.